Bonjour Stéphanie, Bonjour Cathy. bienvenue dans le studio de Police pour la Vérité. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de rencontrer l'équipe de Police pour la Vérité et d'avoir accepté cette proposition de faire une première interview où vous allez raconter ce qui vous est arrivé et le drame de votre vie depuis 16 ans. Et donc, à la suite de cette interview, vous avez accepté aussi de faire quelques petites capsules sur des sujets que nous aborderons vraisemblablement aujourd'hui, mais très légèrement, et sur lesquels il nous semble important de revenir, telles que les missions du comité d'entreprise et du CHSCT, par exemple, la responsabilité des médias aussi dans ce qui vous est arrivé et dans ce qui arrive à d'autres lanceurs d'alerte, le statut justement de lanceur d'alerte avec la loi Sapin qui était censée le protéger, mais également le statut que je ne connaissais pas jusqu'à ce que vous m'en parliez, du collaborateur occasionnel du service public. Donc ça me paraît important que les personnes prennent connaissance de tout ça. On se pose aussi la question pour une capsule de où est la déontologie dans l'utilisation des citoyens. On se pose aussi la question de l'absence de la volonté politique de nettoyer notre paysage, on va dire, tant politique, économique que social, etc. Et enfin, on aimerait, je crois, toutes les deux terminer par quelque chose qui nous donne un peu d'espérance à tous, hein, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment réagir face au stress que parfois le monde politique nous impose. Nous avons cité tout à l'heure dans les coulisses le Covid, hein, toute cette histoire de Covid qui a sidéré les gens et qui les a empêchés de réfléchir et ils sont tombés dans le panneau. Donc voilà, donc toutes ces capsules que nous allons égrener dans les semaines qui viennent aboutiront à une conférence interactive que nous proposerons aux personnes qui suivent Police pour la Vérité et à ceux qui voudront bien y participer. Et donc, nous espérons qu'elle pourra avoir lieu au mois de septembre. Donc Stéphanie, je vous laisse vous présenter et je vous laisse démarrer votre propos. Et je vous remercie encore 1000 fois d'être là avec nous. Merci de me laisser la parole. Merci à Police pour la Vérité et merci à ceux qui nous écoutent et qui trouvent un intérêt à ce sujet. Alors, mon histoire dure depuis 17 ans maintenant. On est en 2024, elle a commencé en 2007, donc c'est très très long. C'est une histoire, un rebondissement qui pourrait être l'objet d'un vrai thriller, d'un vrai film policier, mais justement, il n'y a aucun réalisateur, aucun producteur qui veut de mon histoire, alors que ça fait plus de 10 ans que mon éditeur se démène pour essayer justement de mettre à l'image, pour la compréhension du plus grand nombre, ce qui se joue en coulisses et ce qui est caché à tous. Alors, comment commencer? Moi, j'ai fait de la communication pratiquement toute ma vie. J'ai travaillé dans un club de football de L1, j'ai travaillé avec des investisseurs du Moyen-Orient, j'ai travaillé à l'ambassade des États-Unis, place de la Concorde, à Paris. Et puis, en 1999, s'est ouverte à Paris la filiale gestion de fortune de la banque suisse UBS. Donc, UBS France, sous licence française, a commencé à recruter du monde à partir de 1999 à son ouverture, quand moi je suis arrivée, où j'arrivais donc du monde du football. Ils avaient besoin de quelqu'un qui ait une expérience en communication, qui sache gérer des budgets, qui gère des équipes, qui représente la marque. Moi, je ne savais même pas ce qu'était une banque de gestion de fortune. Je ne savais même pas que les clients fortunés s'adressaient à des banquiers différents que les banques de réseau qui sont les nôtres. Donc j'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas et qui est complètement inconnu du grand public, et pour cause, hein, puisque la gestion de fortune s'adresse à des gens qui sont, comme le nom l'indique, plutôt riches, donc des entrepreneurs, des grandes familles, des héritiers, des sportifs de haut niveau,
des hommes politiques. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc, moi, je suis arrivée un peu comme je ne vais pas dire comme un chien dans un jeu de quilles, mais moi, j'arrivais d'un monde qui fait beaucoup de bruit, très populaire, dans un monde complètement feutré, un peu comme le monde des poissons, vous voyez, le monde du silence, où à la banque, on entend les mouches voler, dans un environnement très feutré, où tout est mesuré, calibré. Et j'y suis restée 12 ans. Donc, mon métier a été pendant plus de 10 ans, essentiellement, d'organiser des plateformes événementielles, VIP, des événements sur mesure pour accueillir des clients et des prospects de la banque. Donc, des clients, vous savez ce que c'est, des prospects, ce sont des clients potentiels. Parce qu'en gestion de fortune, on est sur une niche et que par définition, si vous êtes quelqu'un de riche, vos amis le sont aussi, vos relations le sont aussi, votre famille, votre belle famille aussi. Et qu'en fait, c'est un petit milieu où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. D'ailleurs, UBS, en ouvrant en 99, qui s'est développé après Paris, UBS a ouvert partout sur le territoire, de Lyon à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg, à Lille, à Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse, pour mailler le territoire. Et UBS a recruté des équipes entières de banquiers de chez BNP Paribas, de chez Indo-Suez, de chez Société Générale, de banque privée, etc., etc. Donc, moi, j'arrive dans ce milieu que je connais pas du tout, où c'est l'inverse du monde du football, où je faisais 1000 choses à la minute et où j'étais responsable en permanence de tout ce qui arrivait vers moi. Un joueur qui a besoin d'aller envoyer sa voiture à un contrôle, de changer de maison, de trouver une nouvelle école pour ses enfants. Enfin, j'étais habituée à gérer plein de choses. Le président qui rentre dans le bureau et qui dit on signe un joueur cet après-midi, personne ne le sait, mais il faut préparer le communiqué de presse. Enfin, voilà. Et là, à la banque, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que pour faire quelque chose, il faut 3 signatures. Quand j'organise un événement, il me faut à minima 3 devis, il faut qu'ils soient validés, il faut qu'il y ait 2 signatures sur chaque devis, c'est-à-dire que tout est contrôlé, tout le temps. C'est le monde de la surveillance. Tout à l'heure, en aparté, on parlait de la surveillance de masse par les téléphones et les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est le fonctionnement que j'ai connu chez UBS, où tout le monde est finalement contrôlé en permanence. Bon, mais comme moi, j'ai un métier qui est quand même un métier un peu festif, entre guillemets, donc moi, à part la première année où la banque était en train de s'installer, où j'étais au bureau tout le temps, mais à partir de 2000, moi, je passe plus de temps dans les gares, les aéroports, les TGV, les avions, les hôtels, que je ne le suis à Paris et que je ne vois mes enfants. Puisque donc, chaque ouverture de bureau, il y a derrière un événement d'ouverture qui est un truc absolument somptueux. Je me souviens à Lyon, par exemple, avec des chefs de renommée internationale, avec des pianistes ou des artistes qui sont les plus réputés au monde et qui vont dans les plus grandes salles de concerts au monde. C'est-à-dire qu'UBS a ses entrées absolument partout et que c'est assez magique parce que autant quand on appelle un fournisseur quelconque pour dire bonjour, je suis Stéphanie Gibaud chez UBS, on m'a toujours répondu 9 fois sur 10 UPS. Non, pas UPS, UBS, l'ancienne Union des banques suisses. Ah, Union des banques suisses. Alors tout de suite, ça pompe. Donc ça donne une certaine, pas dire une certaine assise, mais en tout cas, ça permet de faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un métier finalement passionnant, ça c'est clair. Moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais, mais très difficile parce que la complexité de mon métier était d'offrir à ces gens qui peuvent absolument tout s'acheter,
qui peuvent tout s'offrir, de leur offrir finalement ce que leur argent ne peut pas acheter. Alors, c'est pour ça que je vous parlais de moments avec des prodiges. Par exemple, on avait organisé un concert privé au Théâtre des Champs-Élysées avec Rostropovitch. Dîner avec Rostropovitch, forcément, même quand on a beaucoup d'argent, ça arrive pas tous les jours. C'est des moments privilégiés. Si vous avez une Ferrari, vous pouvez pas conduire votre Ferrari à Maranello. Avec UBS, vous pouvez. Voilà, alors, c'est pas parce que vous pouvez que vous allez le faire forcément. Il y a forcément un tri, entre guillemets, qui est fait dans les clients. J'aime pas dire ça comme ça, mais effectivement, c'est votre fortune qui va vous permettre de faire plus ou moins des choses. C'est un milieu forcément très, très difficile parce que c'est un milieu concurrentiel. Et les banquiers ne sont pas des banquiers, justement, qui font des prêts pour que vous achetiez votre résidence secondaire ou votre résidence principale. Hein. C'est quand même des gens qui travaillent sur des sommes absolument astronomiques. Et la grosse différence, c'est qu'en fait, là, on travaille de génération en génération. C'est-à-dire que vous travaillez sur le long terme. Un client aujourd'hui qui est industriel ou qui est entrepreneur et qui a plusieurs centaines ou milliers de salariés, c'est quelqu'un qui va derrière soit laisser son entreprise à ses enfants et à ses petits-enfants, etc. On connaît assez de grandes familles françaises comme ça dans l'industrie, dans l'aviation, dans ce que vous voulez, ou va vendre à un moment donné. Donc, la transmission du patrimoine, vous voulez bien évidemment qu'elle reste en vos comptes, et que les héritiers n'aillent pas dans une banque concurrente. Donc, en fait, c'est un marché qui est un marché de niche. C'est vrai que c'est un marché où il y a une concurrence absolue et que les banquiers ne sont pas des gens gentils. Hein. Ils ont une énorme pression. Donc, arrivé du football, les joueurs de foot ont des pressions énormes en jouant 2 ou 3 matchs par semaine. Pour certains, ceux qui sont en équipe de France et dans les équipes qui jouent la Champions League ou la Coupe d'Europe, c'est des agendas qui sont des agendas de folie. Là, c'est un peu la même chose. Les enjeux sont ultra importants aussi. Donc, il faut s'adapter, il faut prendre sur soi. Et puis, il faut surtout essayer d'être créatif, d'avoir des idées, d'apporter le truc auquel les autres ne pensent pas. Et ça, c'est vrai que chez UBS, il y a un vrai savoir-faire. Je me souviens des tournois de golf, par exemple, alors que BMW, pour ne pas les citer, ont un tournoi de golf qui est ultra réputé au monde et qu'on m'a toujours dit les tournois UBS, c'est les plus fabuleux parce que tout est pensé dans le détail. En fait, c'est l'horlogerie suisse, vous voyez, tout est réglé au millimètre. Donc, en fait, moi, j'ai jamais mis les pieds dans l'armée, mais je pense que c'est un peu comme l'armée. C'est-à-dire, tout est au millimètre. Tout est cadré. Votre tenue, les couverts, vous êtes dans un monde, si vous voulez, qui est à la fois très feutré, mais qui est d'une exigence inouïe. Et en même temps, c'est une super école parce que ça donne justement la maîtrise de beaucoup de choses, de codes de la société, de comment toujours s'améliorer, de comment on peut faire mieux, de comment on peut réfléchir voilà, sur des projets, sur des idées, comment est-ce qu'on peut... Et UBS est impliqué dans l'art contemporain avec UBS Art Basel, que vous connaissez peut-être, hein, la foire d'art qui a lieu tous les ans à Bâle. UBS et sport, notamment avec Alinghi, je ne sais pas si vous vous souvenez, les régates de l'America's Cup, puisque la Suisse, enfin, Alinghi avait gagné 2 fois au moment où j'étais chez UBS. Aujourd'hui, ils sont impactés en Formule 1, surtout les circuits de Formule 1 partout dans le monde, vous voyez UBS. Donc, c'est des grosses machines et qui sont là justement partout dans le monde. C'est-à-dire que moi, quand je me suis retrouvée à la banque, c'était la première fois où je travaillais finalement dans une banque, mais aussi dans une multinationale. C'est-à-dire, vous voyez, gérer de ce petit pays qui est la Suisse, avec un siège à Zurich, et qui a des bureaux en Amérique du Sud, bien évidemment aux États-Unis, à Londres, dans tous les pays européens, à Tel Aviv, enfin, en Asie.
puisque se sont ouverts les marchés émergents à la fin des années 90. Donc, en fait, vous êtes dans un truc, il n'y a pas une journée où vous ouvrez la presse où on ne parle pas de vous, on ne parle pas de la banque. Donc, tout ça, ça dure le temps de développer la banque. Donc, moi, j'y suis rentrée en 99, donc pendant 8 ans à peu près. Ça se passe plutôt bien, hein, avec les problèmes d'une entreprise, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Dans toutes les entreprises, il y a des problèmes relationnels. Dans toutes les entreprises, il y a des problèmes avec des gens qui sont plus ou moins sympathiques ou plus ou moins carriéristes ou plus ou moins menteurs ou plus ou moins... Voilà, bon. Et est arrivé, coup sur coup, mais c'est pire que le Titanic, hein, est arrivé coup sur coup, si on prend l'image du Titanic, sont arrivés trois icebergs. Trois icebergs quasiment... En face de vous, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je travaillais pour la banque de gestion de fortune, mais UBS, c'est aussi 3 autres banques. En Suisse, c'est une banque de réseau, comme vous pouvez avoir votre compte à la Caisse d'épargne ou à la Société Générale. Mais ça, c'est qu'en Suisse. Mais partout dans le monde, en plus de la gestion de fortune, il y a la banque d'investissement. Donc là, c'est les traders sur les marchés financiers. Et vous avez la banque d'asset management, de gestion de fonds. Et arrivent vraiment simultanément 3 icebergs. Le premier, donc en 2008, vous ne pouvez pas avoir échappé à la crise des subprimes américaines, quand Obama était président, n'est-ce pas, qui a coûté quand même très cher aux États-Unis et très cher à tout le monde, parce que c'est au moment où Lehman Brothers a aussi mis la clé sous la porte, hein, si vous vous souvenez. Donc ça, c'est la banque d'investissement qui a pris très très cher. Aux États-Unis arrive cette histoire sur ma banque, donc la banque de gestion de fortune, ce qui s'appelle l'affaire Birkenfeld, c'est-à-dire cet Américain qui travaillait pour UBS à Genève, mais sur le marché américain, qui, selon la presse, est allé voir les autorités américaines pour expliquer que son métier, c'est de faire échapper le fisc aux plus riches contribuables américains. Alors, je vous le répète, parce que ça a été lunaire. C'est-à-dire que c'était partout dans les médias, notamment anglo-saxons et toute la presse économique. Donc ce type, que moi je ne connaissais pas, bien évidemment, qui travaillait sur le marché américain, qui s'en va se livrer aux autorités américaines pour lui dire que le métier des banquiers chez UBS, c'est d'aider les clients à frauder le fisc. Là, vous dites, oui, c'est lunaire, oui, c'est lunaire. C'est lunaire. Et moi, comme je suis quelqu'un qui n'était pas banquier, que je n'étais pas dans la banque, parce que dans la banque, on est tous tellement cloisonnés qu'on a ses propres objectifs. Oui. Et ça m'a appris, d'ailleurs, c'est vraiment la leçon de ma vie. C'est-à-dire que justement, tout à l'heure, on parlait du Covid hors caméra, de surveillance de masse, on parlait de beaucoup de choses. C'est-à-dire quand on est pris dans un prisme, on est incapable de prendre de la hauteur. Et moi, je suis la première à m'en vouloir, parce que quand on me dit oui, mais bon, les banques suisses, mais en fait, vous n'avez rien, vous mentez, bien évidemment, vous étiez au courant et compagnie. Mais pas du tout. Moi, le mot évasion fiscale, je n'en ai jamais entendu parler dans la banque. Mais d'ailleurs, ça avait été le cas, j'y serais certainement pas restée si on m'avait dit que la banque pour laquelle je travaille, qui me demande 3 signatures quand je fais faire un devis de 10 000 € et qu'il ne faut pas que ce soit 12 d'un côté et puis 9 de l'autre, parce qu'au cas où il y aura un problème, et qu'on me dit que la banque a organisé et mis en place un système d'évasion fiscale internationale, vous vous dites, mais c'est juste pas possible, parce qu'a priori, en France, il y a des douaniers. En France, il y a la Banque de France. En France, il y a les autorités de contrôle. En France, il y a Bercy. En France, il y a des auditeurs internes, externes. Donc, vous vous dites, bon, alors, on n'y est pas encore. Donc, banque d'investissement qui se prend son premier iceberg avec la crise des subprimes. Là, parce que UBS a été la banque non américaine la plus impactée, je vais vous le dire. La banque non américaine la plus impactée par la crise des subprimes. Cette histoire Birkenfeld aux États-Unis, complètement délirante, mais complètement délirante, UBS risque sa licence aux États-Unis. Et comme UBS ne peut pas se passer du marché américain, parce que le marché américain, c'est quand même là où il y a le plus de millionnaires et de milliardaires, UBS va être obligé en 2009 de faire une négociation, d'aller devant
le Sénat américain, vous savez comment ça se passe, c'est de jurer sur la Bible qu'ils ne recommenceront plus et qu'ils ont fait une grosse bêtise et que parce que le truc était... L'affaire Birkenfeld, ça a été un truc absolument monstrueux. Mais si je vous remets dans le contexte, donc on est dans ce truc de 2008, où arrive en même temps pour nous en France l'affaire Kerviel avec la Société Générale. Là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors en France, comme UBS, c'est pas connu, puisque UBS, je vous dis, moi j'appelais des gens réceptionnistes dans un hôtel où, allô, Stéphanie Gibaud d'UBS, on me disait toujours UPS. Donc il y avait un déficit de notoriété pour le grand public. Autant Société Générale, ça a été monstrueux. Et puis il y a eu l'affaire HSBC au même moment, qui là rejoint complètement la mienne. Et que là, vous vous dites, attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais arrive le troisième iceberg, UBS, la banque Asset Management, où un matin, dans mon bureau, j'ouvre les Échos et la Tribune, et je vois que le fonds Madoff, vous avez entendu parler du fonds Madoff, est géré et hébergé par UBS au Luxembourg. Et au même moment, parce que vu le bazar dans la presse, on reçoit un mail de la communication à Zurich, puisque même si moi je gérais la communication, c'est Zurich qui décide de tout, qui dit mais on ne comprend pas tout ce qu'il y a dans la presse, on ne comprend absolument pas ce qui se dit, nous on n'est absolument pas au courant de cette histoire de fonds Madoff. Bon, très bien. Et vous voyez, quand vous êtes dans une histoire, entre guillemets, de lobotomisation, je ne sais pas comment vous l'expliquer, de propagande, juste de communication, justement, vous êtes tellement pris avec vos propres objectifs, vous êtes pris dans des processus absolument incroyables que vous n'êtes pas capable de voir ce qui s'appelle the big picture. C'est-à-dire de sortir de votre cadre de bureau qui pour moi a été de courir dans tous les sens pour être sûr qu'il y ait bien le logo UBS sur toutes mes invitations, que la police de caractère, ce soit bien celle-ci écrite en noir, machin, pas soulignée, enfin, tout ce que vous voulez, du détail. Moi, je travaillais que sur du détail tout le temps. Ben forcément, le reste, votre cerveau n'a pas le temps parce que vous travaillez... Moi, je travaillais 80 heures par semaine chez UBS. Je travaillais le soir, je travaillais les week-ends, je travaillais pendant mes congés maternité. C'est pas 9h, 5h. C'est pas des métiers où on arrive peinard, puis on se dit, ben voilà, je reprends mes enfants à l'école. C'est pas possible. C'est un travail où vous êtes pris tout le temps. C'est une espèce de mission quand même. Donc, 2008, toutes ces histoires arrivent en même temps. Et là, vous avez l'impression d'un bolide, vous voyez, d'un avion, qui avance, puis d'un seul coup, c'est le pied sur le frein. Oh. Et là, vous ne comprenez vraiment pas ce qui se passe. C'est compliqué à expliquer parce que je ne sais pas quel parallèle on pourrait faire. Mais à part une voiture qui freine comme ça et que vous vous retrouvez presque la tête sur le pare-brise à frôler la mort, je ne vois pas une autre image. C'est-à-dire que personne ne comprend rien. Personne. Et pourquoi ? Oui, c'est une espèce de sidération. Une espèce de sidération, mais pourquoi ? Et c'est ça qui est important, parce que c'est comme le Covid. Pourquoi tout le monde est en sidération avec... C'est le choc. C'est le choc qui fait ça. C'est une espèce de traumatisme. C'est le choc. Moi, je ne suis pas banquier, donc je n'ai pas les clients qui appellent toutes les 30 secondes pour dire mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a les marchés financiers qui dégueulent. Je n'aime pas l'expression, mais c'est une expression de banquier. Les marchés financiers qui dégueulent. Les clients qui se barrent, donc qui partent à la concurrence. Les gens qui se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Attendez, c'est les 3 banques. C'est les 3 banques de la banque, quoi. Donc, c'est où est la confiance ? Moi qui n'ai fait que travailler là-dessus, c'est-à-dire sur la notion de confiance. Je vous ai expliqué tout à l'heure, la transmission d'une génération à l'autre. Vous faites confiance en la marque, donc la marque, c'est moi qui l'ai représentée, mais le client, s'il voit qu'il est bien reçu, si on s'occupe de lui, de ses préoccupations diverses et variées, c'est-à-dire que moi, je sais si le client il est végétarien, je sais s'il a telle religion et qu'il ne mange pas tel truc, je sais s'il est handicapé et qu'il a besoin de fauteuil, je sais qu'il ne voit pas très bien et que s'il est à l'opéra ou au théâtre, vous me le mettre devant. Enfin, je sais pratiquement tous les gens. Donc, forcément, le service derrière
enfin, ça montre que le service des banquiers derrière est la même chose. Là, les gens, ils deviennent fous. UBS a perdu, il faudrait retrouver les chiffres, mais en 2009 a perdu un nombre de clients mais absolument considérable. En Suisse, en France et partout dans le monde. Voilà, problématique, vous voyez, et ça c'est vachement important parce que on est finalement tous individuellement, mais on est les entreprises, quelles qu'elles soient, pas que les banques, hein, toutes les multinationales. Vous preniez une marque de boisson ou que vous preniez autre chose, chacun fonctionne grâce, enfin son succès en tout cas, est lié uniquement à sa réputation. La réputation, c'est ce qui vous précède, vous en tant que personne, mais vous en tant qu'entreprise. Donc, regardez l'image de Renault avec l'histoire Carlos Ghosn. Il y a 3 ans maintenant, c'était quand? Il y a 3 ans à peu près. Regardez l'image d'Alstom avec ce qui s'est passé avec Frédéric Pierucci enfermé aux États-Unis où la France n'a jamais rien fait. Regardez l'image d'HSBC, pareil. Regardez l'image de la Société Générale avec Kerviel. Au moins, ça, les gens sont capables de comprendre. C'est-à-dire qu'ils voient tous les publicités tous les jours sur les abribus, dans le métro, partout, on est la banque de ceci, ou on est une banque mutualiste, ou on est la boisson, je ne sais pas quoi. Et puis là, d'un seul coup... Mais ce qui est fou, c'est que finalement, dans la temporalité, ça reste juste des moments, comme le Covid, ça reste un moment qui est traumatisant. Hein. Et puis en fait, beaucoup de gens oublient. Alors sur le Covid, c'est peut-être un peu différent parce que c'était plus long et ça a été plus marqué. Et puis maintenant, on entend parler de ses effets secondaires, etc. Mais cela étant, la grosse majorité des gens oublient. Quand il y a un... J'ai pas mal travaillé là, sur les accidents d'avion et ce qui s'était passé avec le Boeing 737 MAX, où il y a deux crashs d'avion qui sont dus à des problématiques qui avaient été relevées par 12 lanceurs d'alerte chez Boeing qui n'ont jamais été entendus par leur direction, par leur supérieur hiérarchique. Finalement, les gens oublient quand j'en parle voilà, lors des conférences que je peux donner, etc. Les gens n'en ont même pas entendu parler. Il n'y a plus que les familles qui se rappellent. Et qu'en fait, ce système fonctionne là-dessus, c'est-à-dire sur la mémoire temporelle ou fixée sur un truc, et qu'effectivement, si on n'est pas concerné à titre personnel, ça s'envole. On est tous pris, je me mets dans l'histoire, mais on est tous pris par d'autres préoccupations qui sont plus quotidiennes ou plus matérialistes. Et puis, on est surtout dans une culture, nous, en Europe de l'Ouest, du moi d'abord, le reste. C'est ça, l'individualisme. Voilà. Donc, moi, je passe mes 10 ans chez UBS, pour y revenir, où tout le monde est content de moi, où je connais tout le monde dans la banque, puisque je suis arrivée une des premières. On était 40 quand je suis arrivée. En 2008, il y a 500 personnes dans la banque de gestion de fortune, qui n'est pas encore rentable parce qu'il y a eu des investissements colossaux. Moi, j'ai un budget à 8 chiffres, hein, même, j'ai un budget à 8 chiffres quand même. Hein, c'est des sommes qui sont quand même colossales pour aller justement draguer les prospects, fidéliser les clients par rapport à la clientèle. Et arrivent ces 3 icebergs, on ne comprend pas ce qui se passe, et que, arrivons à ce qui m'est arrivé directement, moi, on me recrute fin 2007 une supérieure hiérarchique, alors que j'avais mon service avec une assistante, avec une stagiaire d'école de com ou d'école de finance, voilà, qui faisait leur stage tous les 6 mois. J'avais une nouvelle stagiaire, enfin, qui était des vrais jobs. C'était pas là pour faire décoration, même si souvent c'est des filles ou ce sont des enfants de clients, ou c'est du relationnel souvent, mais ça permet justement de fidéliser autrement des clients potentiels. Et puis, il y avait quelqu'un qui était arrivé suite à une fusion qu'UBS avait faite avec la Loyes, qui s'occupait de la publicité, de tout ce qui était support écrit, de communication. Donc, on était 4, un truc qui roulait plutôt bien, on s'entendait plutôt bien, avec des problèmes à gérer au quotidien, mais il n'y avait aucun souci
stratégie, aucun souci d'entente, de vacances, je ne sais pas quoi. Enfin, vraiment, ça tournait plutôt bien. Et donc, on nous annonce, moi, je suis convoquée un vendredi soir à 20h, j'étais à mon bureau. Convocation dans le bureau de Patrick Defayette, directeur général, lundi matin, 9h. Oh, là, je me dis, ça, un truc qui ne va pas. Lundi matin, 9h, je vois ça le vendredi à 20h. Donc, je me dis, si j'ai une invitation, c'est que l'assistante de Patrick Defayette est là. Donc, je l'appelle, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je ne sais pas, il veut te voir lundi matin, 9h. Et ça, c'est pas les aides. Enfin, moi, je n'ai pas été habituée à ça pendant 10 ans. Donc, j'ai passé un week-end à me dire, qu'est-ce qui se passe, oui. mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? À me remettre en question, passer un week-end à être dans ma tête. Où est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce qu'il n'y a pas un devis que je n'ai pas fait signer 3 fois? Enfin, je commence à me dire, je vais te virer lundi matin. Je me souviens, je conduis mon fils à l'école, j'arrive pour être à l'heure à 9h le lundi matin, DRH dans le bureau de Patrick Defayette. Oh, je me dis, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et ils me disent, on va appeler. J'avais donc un boss à Paris, Patrick Defayette, le directeur général, et j'avais une boss en Suisse. C'est-à-dire que vous avez 2 hiérarchies, ce qui est quand même très salopard, parce que les 2 hiérarchies ont des stratégies différentes, parce qu'ils ont des objectifs différents. Donc, vous devez rapporter en vertical dans votre pays et en gros en vertical dans votre ligne. Donc, moi, ma ligne, c'était marketing et communication. Et forcément, c'est des gens qui se prennent le chou sur plein de trucs, mais que finalement, c'est vous la pierre angulaire. Donc, vous en prenez plein la tête tout le temps. Donc, il faut être capable de jongler en train de pas facile. Donc, moi, je me retrouve dans le bureau avec la DRH, Patrick Defayette et ma boss de Genève. Et puis, j'entends qu'ils se sont mis d'accord et qu'ils ont recruté une supérieure hiérarchique pour chapeauter mon département. Alors, une grosse surprise parce que, je m'attendais à tout sauf à ça. Moi, je passais le week-end en me disant j'ai fait une connerie et je vais être obligée de me justifier sur cette connerie. Et moi, la seule chose idiote comme je suis qui me vient à l'esprit, c'est de dire mais c'est génial, on a tellement de boulot, on va peut-être en avoir un peu moins. Sans prendre plein la tête à la fois par les Suisses et par la direction à Paris, au moins quelqu'un qui va s'occuper de ça. Donc moi, je rentre dans mon bureau une demi-heure après, en me disant quand même, c'est extraordinaire qu'ils ont fait ça sans m'en parler. Ouais, parce qu'un recrutement, ça prend 3 mois, enfin 3 mois, voire peut-être même 6 mois, le temps de parler au cabinet de recrutement, le temps que le cabinet de recrutement trouve des gens, le temps qu'ils rédigent l'annonce, qu'ils comprennent les besoins, machin. J'arrive dans mon bureau et donc je me dis à mes 3 nanas, vous êtes au courant? Parce qu'ils me disent tous, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, ils pensaient aussi que j'allais avoir un problème, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'en gros, je servais quand même un petit peu de boss dans mon bureau, puisque j'étais la plus ancienne. J'avais les budgets. Bref. Je leur raconte, je leur dis, on a un boss qui arrive. Alors, en rigolant, on se dit toutes les 4, c'est bien, un mec, ça va nous faire du bien. On se dit, parce que marketing, communication, c'est un métier, surtout chez UBS, c'est un métier où il n'y a que des nanas. Ça va nous faire du bien. Et puis, tous les lundis après-midi, on avait une réunion avec Patrick Defayette. Donc, tout le monde lui dit, tout le monde de mon bureau lui dit, mais c'est qui ce monsieur? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a comme profil? Il arrive quand? Toutes les questions, quoi. Vous pouvez avoir, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est sympa? Vous voyez, ça sombre un peu, est sexy, est drôle. Bon, on pose des questions, quoi. Et Defayette qui nous dit, mais là, on est toutes tombées de notre chaise, hein. C'est là où moi j'ai commencé à comprendre que vraiment c'était du foutage on s'est gentiment moqué de nous, mais c'est exactement ce que les gens ont compris, parce qu'on parlait du Covid tout à l'heure. Au bout d'un moment, ça passe plus. Vous voyez? Au bout d'un moment, ça passe plus. C'est-à-dire qu'il nous dit, je ne peux pas vous dire qui arrive, c'est un secret. On dit un secret, pourquoi? Parce que la personne est en poste aujourd'hui et ne l'a pas encore annoncé, doit l'annoncer à sa hiérarchie.
Et que, effectivement, le milieu de la gestion de fortune étant un petit monde, bon, soit, on comprend. Mais alors moi, qui connaissais tout le monde dans la banque et qui était tout le temps en train de régler des problèmes sur des détails quelconques, hein, d'un dîner, d'un machin, d'une invitation, d'un client ceci à remplacer par Madame cela, enfin... je vais dans le bureau de l'adjoint de Patrick Defayette avec son assistante pour régler un problème sur un golf, un tournoi de golf que j'étais en train d'organiser avec lui. Il me dit, ben alors, elle arrive quand? Mais je dis, qui, elle? Je dis, moi, je suis toute seule, là. Mais non, mais votre boss, elle arrive quand? Ben, j'ai dit, c'est une femme. Ben, il me dit, ben oui. Vous savez, ben, il me dit, tout le monde le sait que c'est une femme. Et là, je suis rentrée à mon bureau, j'ai dit, donc à mes nanas, je dis, mais vous savez que c'est une nana qui arrive, qui vient pour nous chapeauter? Tout le monde au front. Le front, c'est toutes les équipes de banquiers. Je dis, toutes les équipes de banquiers savent qui c'est. Et là, on s'est dit, on s'est sérieusement fait manipuler. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on se fait manipuler? Ça a l'air d'être rien. Mais dans un truc qui tourne depuis 10 ans, dans une relation censée être une relation de confiance, vous êtes directement concernés, vous n'êtes pas au courant du recrutement, puis après on vous dit c'est secret, on ne peut pas vous dire qui c'est. Oui. Alors là, vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais alors là, ce qu'ils ont préparé, c'est effectivement, et moi maintenant je suis capable de voir comment fonctionnent tous ceux qui mentent. Ça m'assert, c'est vraiment la leçon de ma vie, même si j'ai une vie très compliquée depuis. Ça me sert aujourd'hui d'être capable de décrypter comment sont envoyés les messages. Et effectivement, quand on met les gens dans l'urgence, quand on les met dans des situations de stress, quand on les met sur des objectifs à la fois court-termistes, moyen-termistes, long-termistes, qu'on les fait faire 10 milliards de trucs à la fois, ils en oublient l'essentiel. Effectivement, tout à l'heure, on se disait, hors caméra, on se disait, mais les gens qui ont mis des masques à leurs bébés ou à leurs enfants, comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas de la précipitation, s'il n'y avait pas une répétition, s'il n'y avait pas une culpabilité, s'il y avait je ne sais pas quoi. Parce que nous, on s'est toutes dit dans le bureau, les quatre, on s'est dit, à l'époque, on avait à peine 40 ans, hein, puis le stagiaire avait 20 ans, enfin, on s'est toutes dit, mais pour qu'il ne nous l'ait pas dit, c'est qu'on a fait une connerie, ou c'est parce qu'on n'est pas assez organisé, on a besoin de quelqu'un pour nous mater. On sait, mais complètement, on est devenu ultra stressé. Puis en même temps, on s'est senti un peu, excusez-moi du parallèle, mais un peu comme une femme trompée, vous voyez? C'est-à-dire que tout le monde est au courant, sauf vous. Ouais, tout le monde est au courant, sauf vous. Alors vous êtes la première personne concernée. Enfin, c'est un truc, c'est une espèce. Moi, j'ai vécu ça. Je sais que UBS, on a parlé. C'est une trahison. C'est une espèce de trahison. Voilà. Moi, j'ai dit que c'était un viol psychologique. Moi, ça m'a énormément choquée parce que moi qui leur faisais une confiance absolue, où je passais plus de temps avec eux et en déplacement et tout le reste qu'avec mes enfants et avec la culpabilité que j'avais là-dessus, je me dis mais comment ils ont pu nous faire ça? Enfin voilà. Et qu'en fait moi j'ai pas compris l'essentiel. C'est-à-dire j'ai compris qu'on nous trahissait, qu'on nous mentait, qu'on nous avait mis à l'écart. Mais j'ai surtout pas compris ce qui se tramait derrière. Je reviens sur mon histoire avec les 3 icebergs que se prend la banque, et notamment la mienne. Stéphanie, on s'est donné un temps, on parle déjà depuis 40 minutes. On va finir bientôt. Plein de choses à dire. Oui, mais on fera d'autres émissions sur, de toute façon, les thématiques. Oui. Donc, cette femme arrive. Alors, comment expliquer ça? Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà. C'est la seule chose que je puisse dire qui ne soit pas diffamatoire, qui ne fasse pas atteinte à une personnalité, à un physique, voilà. Et qui est très clair. C'est très clair. C'est-à-dire que là, c'est un autre choc. Vous voyez, c'est marrant parce que j'y avais jamais pensé, mais comme on vient de parler du Covid et qu'on a parlé de chocs les uns après les autres, et ben voilà, là, je viens de vous parler de 3-4 chocs, je m'en souviens, ma mémoire s'en souvenait même plus. C'est parce qu'on en parle que voilà. Et que là, je me retrouve un jour, je ne sais plus, c'était à l'hôtel de Crillon ou au Ritz,
peut-être au Crayon, je ne sais plus, à Paris, sur la place de la Concorde, avec un déjeuner, avec des banquiers, avec des clients. Et il y avait le patron d'une maison de champagne en France, un monsieur avec un nom connu, qui était à côté de moi à table et qui me dit à l'oreille mais cette personne qui est en face de nous, ça ne peut pas être votre nouvelle supérieure hiérarchique. Alors, vous voyez, j'ai dû faire la tête que je fais là. Ben si, monsieur. C'est-à-dire que tous les codes, là, les fameux codes, complètement. Et ça n'a pas de sens. Vous voyez, un nouveau, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans les trucs, ça n'a pas de sens. C'est comme le masque pour les enfants, vous voyez, c'est pareil. Bref, mais le monde professionnel étant ce qu'il est, c'est un monde pyramidal, vous devez obéir, hein, vous savez comment ça se passe, vous obéissez, vous partez, la porte est ouverte, hein, vous avez vos objectifs, vous continuez à courir, puis vous dites de toute façon, les choses, elles vont prendre, il y a des gens dans la banque qui vont forcément à un moment donné poser des questions, voilà. Sauf que moi, petit à petit, j'ai eu, pas comment dire, une vis qui s'est serrée. C'est-à-dire que j'ai été contrôlée par cette femme, sur tout ce que je faisais. Et comme on va aller vite, si les gens veulent lire mon livre, La femme qui en savait vraiment trop, qu'ils le lisent. Pardon, je suis désolée, il y a un gros bruit dehors. On va le mettre à l'écran. Voilà, qui raconte toute cette histoire. Et c'est les éditions, j'arrive pas à le lire. C'est le Cherche-Midi. Voilà, dans le Cherche-Midi pour les gens qui souhaitent le regarder. Et qu'est-ce que je disais? Et donc, les choses se sont vraiment envenimées, que pratiquement à peine un mois après l'arrivée de cette femme, les 3 filles avec qui je travaillais m'ont toutes dit, mais elle t'en veut énormément. Fais attention à toi, Stéphanie, on sent qu'elle t'en veut. On dirait même qu'elle a une mission qui est de te foutre dehors. Puis là, je me souviens, je suis rentrée un soir, j'ai dit à mes enfants, mais il se passe un truc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, j'ai commencé, déjà que j'avais un boulot ultra stressant, là, j'ai commencé à être vraiment à 1000% de stress, et du stress négatif, parce qu'il peut y avoir du stress positif. Hein, quand on fait du sport, du stress positif. Là, ce n'est pas du stress positif du tout. Les choses donc s'enveniment. Je n'ai plus le droit d'envoyer des mails. Donc, il fallait que je lui envoie les mails au banquier. Elle les contrôlait. C'était elle qui les envoyait de sa boîte mail. Donc, vous voyez, on vous efface petit à petit. Vous n'allez plus aux réunions. C'est elle qui est la boss qui vous remplace. Moi qui étais toujours entre 2 trains, 2 avions, 2 trucs de machin, je suis assignée, on dit assignée à mon bureau. À résidence, ouais. Assignée à résidence. Ma stagiaire qui partait, forcément, parce que tous les 6 mois elle part, étonnamment pas remplacée, en disant j'avais jamais vu ça. Et donc en fait j'ai fait le boulot de ma stagiaire. Oui, dévalorisation, et c'est une forme d'harcèlement tout ça. Hein. Quand on revient sur les conditions de travail d'une personne en les dégradant, c'est moi je tombe malade. Je tombe malade parce que déjà, j'étais depuis 10 ans à courir dans tous les sens, en même temps une maman avec 2 enfants, enfin avec un boulot quand même où je vous disais, hein, je n'ai jamais compté ni mes heures ni mon temps. Et là, je me dis, je peux plus. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui jette l'éponge, mais là, j'avais 40 ans, je me dis, je peux plus. Et puis quand je suis rentrée, je m'étais dit, peut-être les choses vont s'être calmées un peu. Et là, un autre truc graduel, c'est-à-dire que mes 2 collègues qui restaient, finalement, donc ils m'aiment bien, hein, parce qu'elles me connaissaient depuis longtemps, j'ai commencé à sentir de la distance. Et là, je m'étais dit, mais... Et voyez, diviser pour mieux régner. En fait, vous trouvez tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu il y a 17 ans à titre perso. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment capable de comprendre tout ce qui se trame à l'international. Tout à l'heure, on parlait de ce qui se passe en Angleterre en ce moment avec les violences à Liverpool et ailleurs. Maintenant, je suis capable de complètement décrypter et d'occulter absolument
le langage, communication, propagande, qu'elle soit d'un côté, de l'autre ou d'autre chose. Jusqu'à, et ça c'est la première page de mon bouquin, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour de juin 2008, où moi, ma vie s'est arrêtée. Alors, comme je dis souvent, chacun sait ce qu'il faisait le 11 septembre 2001, quand les tours sont effondrées, puisqu'on sait que c'est l'événement au monde qui a le plus marqué l'inconscient collectif. Ben, moi, ma vie s'est arrêtée ce 25 juin 2008, où elle est rentrée, cette bosse, comme une folle furieuse dans mon bureau, pour me dire qu'une perquisition venait d'avoir lieu dans le bureau de Patrick Defayette, directeur général, qui ne m'adressait plus la parole depuis qu'elle était arrivée, plus de 6 mois, entre parenthèses, et que, je la cite, étant donné les circonstances, il fallait que je détruise de mon disque dur tous les fichiers que j'avais créés depuis mon arrivée à la banque il y a 10 ans, qui contenaient le nom des clients, leur prénom, toutes les informations dont je vous parlais tout à l'heure. Je sais beaucoup de choses sur les clients, ce qu'ils mangent, s'ils sont handicapés, si... Ouais, votre outil de travail, quoi. Fallait tout détruire. Et moi, j'étais occupée à gérer un golf, je me souviens, et j'ai pas compris. Et j'ai posé des questions, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette perquisition? Perquisition dans le bureau du directeur général? Mais c'est qui? C'est quoi? C'est pourquoi? C'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas une réunion? Ah non, une réunion, c'est que les chefs. Bon. Donc tous les chefs donnent la bonne parole dans chacun de leurs bureaux. Mais moi, je n'ai pas vu le lien entre la perquisition, dont je ne sais d'ailleurs toujours rien 15 ans après. On a eu un vent comme ça, de couloir, un bruit de couloir qui disait que c'était un problème avec un client à Nouméa. Client à Nouméa. Alors, j'ai fait beaucoup de choses chez UBS, mais je n'ai jamais entendu ou eu affaire avec un client à Nouméa. Enfin bon, tout est possible. Dans la culture du mensonge, tout est possible. Et oui, mais je pose des questions sur cette perquisition. Et en fait, on me répond, obéissez. Bon, il y avait mes 2 collègues dans le bureau. Silence de mort, perquisition chez Patrick Defayette. Et puis bon, il y a un téléphone qui sonne, et puis tout le monde reprend son boulot. Et donc, dans les jours qui ont suivi, elle m'a demandé, bien évidemment, si j'avais détruit ces fichiers, que je n'avais pas fait, je n'avais pas eu le temps, je n'y ai pas pensé. Puis moi, comme vu la relation que j'avais avec elle, voilà. Puis c'est là où ça a dû me travailler, me dire, mais qu'est-ce que c'est que détruire mes archives? Moi, je suis quelqu'un de très, comment dire, je suis un peu vieux jeu, je suis un peu affective. Oui. Et attaché à la mémoire, ouais. Oui, mais comme moi, j'ai jamais eu cette phrase, je l'ai maintenant, mais moi, j'ai toujours essayé de comprendre le sens des choses. Et comme je dis à beaucoup de journalistes, parce que j'ai donné des milliers d'interviews, de dire, mais c'est comme si vous, votre rédac chef, rentrez dans votre bureau pour vous demander de détruire tous les articles que vous avez écrits depuis 10 ans que vous êtes dans le journal. Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous allez détruire les articles de journaux que vous avez écrits? Bah, moi, pourquoi je m'en vais dire... Et donc, moi, ce que je ne comprends pas à l'époque, mais bon, c'est justement toute mon histoire, c'est qu'en fait, effectivement, dans ces tableaux Excel, je n'avais pas que le nom et le prénom des clients, et soit avec qui ils sont mariés, ou qui est leur maîtresse, ou qui est je ne sais pas quoi. J'avais aussi le nom du banquier qui s'occupe d'eux. Parce que bien évidemment, si vous faites un golf, un dîner, si vous invitez les gens au théâtre, si vous invitez les gens là, le banquier, il est toujours à la table de son client, de son prospect, bien évidemment, puisqu'ils sont là pour faire du business. On ne fait pas des événements parce qu'on est une société d'événementiel. Vous voyez, si vous investissez, je dis n'importe quoi, dans un dîner 100 000 €, bah c'est parce que derrière, vous devez faire du net new money à hauteur de 10 millions ou 100 millions en fonction de la clientèle, du profil des clients et compagnie. Et donc, dans ces tableaux, il y avait le nom du banquier, qui était soit à Lyon, soit à Bordeaux, soit à Marseille, mais aussi parfois à Genève, à Lausanne, à Bâle, à Zurich, bon, parfois au Luxembourg ou ailleurs, mais c'est quand même essentiellement en Suisse. Et que moi, parce qu'on repart dans mon histoire depuis 15 ans, où je ne fais que courir le pays dans tous les sens,
Bien évidemment, je vais en Suisse se référer à mes hiérarchies, je vais en Suisse pour déterminer les budgets, pour voir la stratégie, pour m'organiser avec mes collègues suisses, qui étaient tout le temps des collègues marketing, elles étaient toujours en France avec leurs banquiers, soit au cœur des événements que j'organisais, soit nous, on était sur les événements qu'organisait UBS Suisse en France. Il y avait un mix des deux, si vous voulez. Et je découvre donc avec mon histoire, parce que je ne détruis pas ces fichiers, parce qu'elle me demande aussi de détruire mes armoires d'archives, que je ne vais pas détruire, et que ça commence à faire un peu de bruit dans la banque, parce que tout le monde me connaît, tout le monde me voit depuis 6 mois quand même avec un visage comme ça. Tout le monde m'a vu travailler quand j'étais enceinte, quand j'étais malade. Là, les gens, ils m'ont vu en arrêt maladie. Ils voient bien que ma supérieure hiérarchique, il y a quand même un truc qui ne va pas. Ils entendent quand même que là, il s'est passé des choses extraordinaires. Et puis, UBS commence à virer des gens les uns après les autres. Ce que moi, dans mon prisme, je ne comprenais pas vraiment, parce qu'en fait, il y a certains banquiers, avec l'affaire Birkenfeld aux États-Unis, qui disent « mais vous nous faites faire les mêmes choses ici », sauf qu'il y en a beaucoup qui ne voulaient pas souscrire à ça. Et tout ce que ceux qui ne voulaient pas souscrire, c'est soit un accord avec des avocats, soit un licenciement pour faute, soit je ne sais pas quoi. Et un jour, il y en a un qui vient me dire, en partant, quelqu'un qui quittait la banque, qui était dans un bureau pas trop loin du mien, qui me dit, écoute, le patron de Strasbourg va t'appeler. Et puis il s'en va, il quitte la banque. Et effectivement, dans les jours qui suivent, j'ai le patron de Strasbourg qui m'appelle. Et ça, j'en parle forcément beaucoup dans mon bouquin. Il me donne un rendez-vous au Café de la Paix, à côté de l'Opéra, à Paris. Et il me raconte en 2 heures ce que je n'ai ni vu, ni entendu, ni compris des 12 ans, des 10 ans que je viens de passer dans la banque. C'est-à-dire que je sors de là un peu, on a beaucoup parlé de boxe avec les JO, un peu comme un boxeur qui se prend un uppercut, ou je sais pas, je pense que quand on est un peu sous, on doit être aussi comme ça. Je sors de ce truc me disant, mais je vais me réveiller. C'est pas possible. Depuis 6 mois, je vis un enfer. Maintenant, on me demande de détruire mon outil de travail. Et là, ce banquier de Strasbourg, qui est donc un de mes clients internes, qui m'explique qu'il vient de se faire virer pour faute grave, qu'il a été convoqué chez Patrick Defayette pour une réunion de service, pour savoir comment les objectifs financiers. Et puis quand je suis arrivée dans le bureau de Patrick Defayette, il y avait la DRH qui était là, fameuse DRH qui était là à mon rendez-vous, à moi aussi, et qui lui ont dit, tu nous rends ta carte de crédit, parce que les banquiers ont des cartes de crédit de la banque, tu nous rends ton accès, pour rentrer dans la banque, il faut une carte, ouais. Tu nous rends ton téléphone portable, comment on appelle ça, mise à pied, licenciement pour faute grave. Pourquoi ? Parce que, c'est tout l'objet de l'affaire UBS, et c'est pour ça qu'on ne va peut-être pas pouvoir tout raconter, mais on se reparlera après. Viré pour faute grave, pourquoi ? Parce que donc il y a des banquiers qui n'ont pas voulu souscrire à cette fameuse histoire du carnet du lait. Et le carnet du lait, c'est quoi ? C'est tout ce qu'il m'a raconté au Café de la Paix, c'est-à-dire que mon métier a servi pendant 10 ans à ce que les banquiers suisses viennent en France faire du démarchage de clients, ce qui est interdit par la loi en France. Et moi, je vous dis, je tombe des nues quand il me raconte ça, parce que je lui dis, mais attends, nous, on dépend des autorités françaises. Si c'était le cas, il y a bien quelqu'un qui aurait interdit ça, soit des douaniers, soit la Banque de France, soit l'audit interne, soit l'audit externe, j'en sais rien. Il y a bien des gens qui s'occupent de savoir quand même comment fonctionnent les affaires bancaires sur le terrain. Il me dit, non, pas du tout. Mais il me dit, toi, tu n'es au courant de rien parce que justement, tu as un métier qui n'est pas du tout un métier financier. Mais là, ça commence à chauffer de partout avec l'affaire Birkenfeld aux États-Unis. Il y a une énorme affaire qui a éclaté à Paris avec le banquier qui a géré la vente de l'hôtel Royal Monceau. Je
j'en parle aussi dans mon livre, pour 450 millions d'euros, donc avec une commission derrière, un bonus pour le banquier important. Sauf que justement, le propriétaire du Royal Monceau n'étant pas français, il a décidé de placer les 450 millions à Genève. Mais Patrick Defayette a dit à ce banquier, tu vas mettre cette somme dans le carnet du lait. Et qu'est-ce que c'est ce carnet du lait? C'est une comptabilité parallèle tenue au crayon à papier et sur un carnet, où sont notées tous les mois les opérations qui ne rentrent pas dans la comptabilité officielle de la banque. Alors, moi, quand il me raconte ça, je lui dis, mais UBS, c'est la banque la plus ancienne du monde. C'est la première banque suisse. C'est la première banque de gestion de fortune au monde qui est la mieux notée par ses pairs. Vous savez, c'est un peu comme les Césars ou les Oscars, c'est-à-dire que tous les ans, vous avez des gens du même milieu qui vont donner la palme à ceci, le machin, au meilleur réalisateur, au meilleur producteur, au meilleur acteur. Les banques, c'est pareil, ils sont notées en fonction de leurs produits, en fonction de un certain nombre de paramètres. UBS, c'est la première partout. Je dis, mais qu'est-ce que tu t'en vas nous dire qu'une banque qui a 150 ans, qui est la première au monde, elle a une comptabilité parallèle tenue au crayon à papier. Ouais. Mais je dis, mais... Et il me dit, mais toi, tu peux avoir une responsabilité là-dedans parce que c'est ton métier qui permet ça. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je suis rentrée chez moi, mais je vous dis, comme un boxeur qui venait de se prendre un uppercut. Je me suis dit, mais... Et ça a duré 2 heures, et je ne vous donne pas là tous les détails qu'il m'a raconté. Mais je me dis, on est chez les fous. C'est un peu comme le Covid, on est chez les fous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. En fait, vous n'y croyez pas. Tellement c'est gros. Vous voyez, tellement c'est gros, vous n'y croyez pas. Sauf que moi, ça a été le début de la fin. C'est-à-dire que, effectivement, moi, j'ai pas détruit ces données. On me demande souvent pourquoi je l'ai pas détruit. Je les ai pas détruites. Alors qu'il y a la totalité des gens chez UBS ont détruit. Et je l'ai raconté plein de fois. Il y avait des énormes bennes à ordures dans les couloirs où, en fait, on a fait faire ça aux stagiaires aux plus jeunes, hein, bien sûr, qui ne savaient pas. Tu vires telle armoire, les gens ont tout viré. Et moi, je n'ai pas fait ça. Moi, tous les soirs, je ramenais 1 kilo de papier chez moi. Et que j'ai passé plus de 6 mois, parce que quand je dis plus de 6 mois, ouais, largement, à étudier tous ces trucs. Parce que moi, j'étais jamais là, jamais le temps de regarder, de comprendre, et justement, de comprendre the big picture. C'est-à-dire que j'ai retrouvé des documents que j'avais eus en Suisse, que j'avais jamais lus, j'avais jamais eu le temps de les lire, jamais eu le temps. Moi, j'étais toujours dans mes clients. Le client d'abord. Mon client, c'est le banquier. Et le banquier a ses clients à lui. Donc, moi, mon boulot est de servir le client interne pour que le client final, hein, parce que c'est la réputation, parce que c'est tout ce qu'on veut, tout ce pourquoi je suis payée. Et là, le mec, il vient vous raconter un truc, c'est tellement lunaire que vous vous dites rien d'autre qu'en fait, je suis au cœur de la mafia. Et je suis la seule à ne pas le savoir. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la femme trompée qui est la risée de tout le monde parce qu'elle est la seule à ne pas le savoir. Mais alors là, vous vous dites quoi? Je suis en plus au cœur d'un système mafieux. Et moi donc, dans ma tête, c'est on va me prendre la garde de mes enfants, on va venir me chercher, je vais partir en prison. Au secours, qu'est-ce que je dois faire? Et on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait beaucoup. Mais j'étais une élue du personnel. J'étais secrétaire de ce qui s'appelait à l'époque le CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aujourd'hui, sous la Macronie, premier décan, non pas premier décan, premier quinquennat, ça a été regroupé, ça s'appelle CSE maintenant. Et donc, oui, c'est comité social, comment je me rappelle plus. Social, pas social et économique, pas social économique. Ouais, c'est ça, hein. Conseil social et économique. Ouais, c'est quelque chose comme ça. On va faire une émission là-dessus, mais de toute façon, ça regroupe le CHSCT. Moi, j'ai commencé à poser toutes ces questions en tant qu'élu sur la destruction de documents, sur le turnover dans la banque, sur l'évasion fiscale, sur la présence des Suisses dans nos équipes commerciales, sur nos événements. Et là, j'ai eu encore... Moi, j'ai fait que me prendre des uppercuts. C'est-à-dire, je me suis retrouvée face à des gens qui me disent « Mais vous êtes fatigué, vous avez besoin de vacances,
Mais où est-ce que vous avez inventé cette histoire? Mais il n'y a jamais eu de Suisse en France, il n'y a jamais eu de Suisse dans les bureaux, il n'y a jamais eu de Suisse dans les équipes commerciales, il n'y a jamais eu de Suisse sur les événements que vous organisez. Et là, vous vous dites, là, c'est du lavage de cerveau, hein, complètement. Ouais, ouais. Et là, j'en ai fait une dépression. Et ce qu'a fait UBS, c'est qu'en 2009, ils ont fait un plan social de 100 personnes. Donc moi, étant une maman célibataire avec 2 enfants, étant dans la banque depuis plus de 10 ans, et le troisième critère, c'était il y avait l'âge, il y avait la famille et il y avait l'ancienneté. Oui, et l'âge, moi j'avais 40 ans ou 40 quelque chose. Je rentrais pas du tout dans les critères. Et en plus, j'étais une salariée protégée, donc j'aurais jamais dû être licenciée. Et en fait, ne sachant pas à qui m'adresser avec toutes ces histoires. Moi, j'étais là à me dire, je vais partir en prison, au secours, alors que j'ai rien fait, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis allée voir l'inspection du travail. Et l'inspection du travail m'a dit, Madame Gibault, vous devez, enfin, au bout de 6 mois de rendez-vous, vous devez porter plainte contre votre employeur. Mais j'ai dit, mais attendez, UBS, c'est la banque de tous les hommes politiques dans le monde. C'est la banque de tout État couronné. C'est la banque de tous les dictateurs. C'est la banque de tous les dirigeants économiques, financiers, médiatiques. C'est la banque de tous les gens qui font partie de ce qu'on appelle les grandes familles. J'ai dit, mais je ne peux pas porter plainte contre UBS. En même temps que l'inspection du travail me demande ça, lui arrive donc ce plan social de 100 personnes, elle valide le licenciement des 99 collègues et elle refuse mon licenciement. C'est-à-dire qu'elle me laisse enfermée dans une banque qui fraude, dont je dénonce la fraude, en me disant, parce que moi j'étais au bout du rouleau, ah mais Madame Gibault, je comprends très bien, vous soyez pas très bien, bah, écoutez, vous allez prendre des arrêts maladie. Et moi, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne la France. C'est-à-dire que vous avez un fonctionnaire qui est quand même pas rien. L'inspecteur du travail en France, c'est quand même quelqu'un qui, pour des salariés, en tout cas, moi, je n'avais jamais vu de ma vie, mais enfin, quand vous avez l'inspection du travail, vous avez l'impression que vous avez affaire à un ministère qui est là justement pour vous protéger, qui dit, Madame Gibault, déposez plainte, nous sommes là pour vous protéger, prenez des arrêts maladie. Et en gros, après, on nous dit à nous que la Sécu va pas bien, qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, que les Français ont le droit du travail qui protège le mieux, alors que les Français sont ceux qui prennent le plus de tranquillisants et le plus. On est chez les fous. En fait, moi, j'ai vécu un truc, c'est quand je dis vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est exactement ça. Un monde de tarés. Vous êtes au cœur de la mafia, vous ne le voyez pas. Et puis, en fait, au-delà de ça, il y a une autre mafia qui est votre pays. Vous pensez que ces mafias sont les unes contre les autres. Alors, en fait, ça, c'est l'aspect médiatique. Oui, c'est On l'officiel. combat la fraude fiscale, on lutte contre la fraude, on lutte contre les fraudeurs. De l'autre côté, les banques qui disent, mais nous, on fait tout bien dans les règles, on obéit, regardez, on a des audits internes, des audits externes, on obéit à toutes les lois de notre pays et machin. Regardez le code de déontologie, regardez le code de ceci. On a affaire à des affabulateurs, on a affaire à des menteurs, à des gens, on ne comprend pas très bien ce qu'ils ont, on ne comprend pas, ils sont un peu aigris. Ah bah oui, mais Madame Gibault était jalouse de sa supérieure hiérarchique. Moi, jalouse, mais c'est un sentiment que je ne connais pas, la jalousie. Alors, même pas me parler de jaloux. Moi, si on a, je sais pas cette personnalité-là. Et en fait, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est-à-dire que vous êtes pris dans la nasse. Et les gens, parce que moi, chez UBS, j'en ai quand même vu beaucoup des gens qui n'allaient pas bien pendant ce plan social et après, parce que moi, je ne suis pas dans les secrets des 500 collaborateurs, où les gens sont en dépression, où ils partent en larmes, où ils sont... Donc, chacun à leur niveau ont dû recevoir des consignes et ont dû faire des choses pas très catholiques. Pas très réglo. Ouais, sur ordre. Tout ça, c'est le système dans lequel on est. Donc ça, c'est la France, c'est la Suisse quand même. C'est de la délinquance en col blanc, c'est du mensonge, c'est la culture du mensonge. Et que face à ça, vous vous dites, vous allez être protégé donc, par l'inspection du travail. Donc moi qui me laisse piéger dans cette banque. Mais alors, mieux de tout, je dépose donc cette plainte en étant au cœur de la banque.
mon métier, après ce plan social et cette restructuration, a été donné à une fille qui a presque la moitié de mon âge et dont les parents sont clients à Genève. Moi, je deviens une espèce de subalterne. Une paria, hein. Et visite surprise début 2010 de l'inspection du travail dans mon bureau. J'étais dans une espèce de open space à ce moment-là avec plein de gens. Puis je vois une petite dame arriver avec la DRH, la fameuse DRH de tout à l'heure. Puis je me dis, mais je la connais, tant que je me remette. Et donc, elle est venue vérifier si j'avais récupéré mon poste, ce qui n'était pas le cas. Elle a écrit donc une lettre à UBS disant que la jurisprudence voulait que les salariés protégés, donc secrétaire du CHSCT comme moi, devaient récupérer leur poste. On ne vous entend plus, Stéphanie. Ah, attends, j'ai pas bougé. Rien fait. Allô? Ah, voilà, on vous entendait plus. Voilà, voilà. Non. C'est mieux là? Vous m'entendez mieux comme ça? Allez-y, parlez. Oui, là, moi, je voilà, ouais, je pense qu'on il y a peut-être une micro-coupure. On va pas tarder à clôturer, hein, comme ça. Ah, ouais. Et bref. J'ai l'impression que ça se dégrade depuis quelques minutes. Moi, c'est moi qui vous entends plus là. Ah bon. Et donc, je récupère donc en 2010 mon poste suite à cette visite. Alors, les gens sont un peu surpris parce que la DRH est obligée d'envoyer à la banque un mail disant Stéphanie Gibault est la responsable marketing. Donc, il y a des gens quand même qui me connaissent depuis 10 ans qui se disent mais ah ouais, on est chez les fous. Mais c'est là où vous voyez qu'il n'y a aucune honte. Vous voyez les sentiments qu'on peut avoir, nous, entre guillemets, la population normale, sentiments de honte, les sentiments de choses qu'on ne ferait pas parce que, justement, ça ne se fait pas. Eux, ils n'ont pas du tout. Vous faites un copier-coller avec les politiques qui nous dirigent et qui vont vous dire que la scène est propre, vous croyez que la scène est propre. Même si on vous dit qu'il y a des gens malades, on vous dit non, non, il n'y a pas de gens malades. Les gens qui disent qu'ils sont malades, ils vous racontent n'importe quoi. Donc moi, je récupère mon poste. Et l'année suivante, je me retrouve à Roland-Garros, comme tous les ans, gérer la loge UBS avec les clients. Et là, m'est arrivée une autre histoire dans l'histoire, c'est un peu les poupées russes, encore un chaos digne d'un ring de boxe. On est vraiment dans un film, je vous ai dit tout à l'heure, un thriller, mais c'est de la folie furieuse. Je reçois un appel masqué sur mon téléphone portable d'une dame. Alors, numéro masqué, c'est peut-être des clients ou ça peut être le bureau, parce que l'UBS n'appelle jamais avec le numéro de la banque. Et en fait, je comprends au bout de 3-4 phrases que cette dame, elle travaille pour un service de douane et qu'elle veut me voir. Je lui dis, mais... Alors là, ça fait une excellente coupure. Alors voilà, on fera la suite au prochain numéro. Exactement, on va faire la suite parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire sur ce passage-là. Et donc, c'est vraiment, ça tombe à point nommé. Et voilà, je vous propose qu'on arrête pour aujourd'hui et puis on se retrouve. Il faut que j'arrête de parler aussi parce que là, j'ai plus de respiration. Voilà, il faut aussi penser à sa santé. Donc, je vais nous redescendre en coulisses. Je vous laisse. Voilà, c'est le mot de la fin, je pense. Donc, à très bientôt. Merci Cathy, oui, merci de votre écoute parce que j'ai peut-être un peu beaucoup trop parlé, mais c'est un peu compliqué, je comprends aussi, mais il faut être un peu, comment dire, faut aller dans le détail parce que sinon c'est incompréhensible cette histoire. C'est très intéressant parce que justement on va dans le détail et on comprend comment les choses se mettent en place. Donc je vais nous descendre toutes les deux dans les coulisses, on se retrouve dans quelques instants. Le temps de lancer.